Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Quantum avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier, Salut Fanny, ça va? ça va bien, ouais, après une semaine bien chargée. Oui, hein, alors on revient encore une fois parce qu'on a eu plein d'actualités. On en a au moins quatre à couvrir cette semaine. On va essayer de ne pas être trop long. Mais déjà, en premier, il y a eu l'annonce de l'ouverture de Quantum, le centre en sciences et technologies quantiques de l'Université de Paris-Saclay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il a été annoncé mardi matin. Je crois que c'était dans les locaux de Thales à Palaiseau, où il y a un très très beau laboratoire de métrologie quantique, entre autres choses. L'objectif de cet institut, en fait, c'est de consolider les ressources et la coordination autour des investissements dans le quantique et en particulier dans l'enseignement supérieur. Parce qu'il faut bien voir que le plateau de Paris-Saclay, c'est beaucoup d'écoles, hein. Il y a Polytechnique, il y a Centrale Supélec, il y a tout ce qui est lié à la fac d'Orsay. Il y a Supoptique aussi, l'Institut d'optique. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs et il n'y a pas beaucoup de formation sur le quantique aujourd'hui. Et il y a donc besoin d'avoir une coordination, un investissement aussi important pour avoir des cursus, des professeurs, des masters, des doctorants. Et donc cet institut vise à coordonner tout ça. Et puis après, évidemment, il s'agit de coordonner un petit peu les actions dans le domaine de la recherche, faire en sorte que les chercheurs travaillent bien entre eux et éventuellement après aboutir à la création de start-up comme on le fait régulièrement quand on crée un écosystème. Alors c'est le premier en France, hein. Il y en aura peut-être d'autres, C'est bien. mais c'est le premier et c'était vraiment nécessaire parce qu'on sait que c'est un best practice dans d'autres pays comme au Royaume-Uni qui a lancé ça déjà depuis 2013. On sait que la coordination entre les différentes branches de la recherche quantique est importante parce qu'il faut savoir que le monde du quantique, c'est pas un monde monolithique, hein. C'est un monde où il y a plein de domaines qui sont souvent relativement cloisonnés, mais qui pourtant ont besoin d'être connectés les uns aux autres. Bon, donc ça, on peut le retrouver sur université-paris-saclay.fr pour tous ceux que ça intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Mais on peut citer quand Euh, même la personne qui est derrière, parce que oui, c'est bah oui, quelqu'un oui, qu'on connaît dis-nous. bien. La personne qui est derrière et qui est très active pour le lancement de cet institut, c'est Pascal Sénard, qui est à la fois chercheuse et entrepreneuse. Elle passe 80% de son temps au CNRS, au C2N, donc le centre de nano, alors je me rappelle plus, c'est nanosciences et nanotechnologie, qui est aussi à Palaiseau, où il y a une salle blanche d'ailleurs énorme pour faire de la fabrication de Mhm. semi-conducteurs. Et elle est sinon directrice scientifique d'une start-up qu'elle a cofondée, qui est dirigée par Valérie Guez et qui s'appelle Candela et qui fait des sources de photons uniques. Donc, Voilà, parce qu'elle, c'est une des grandes spécialistes de la voilà, photonique. c'est la grande spécialiste de la photonique. Elle a inventé un procédé de fabrication de ces sources de photons et elle joue un rôle moteur dans la constitution de cet institut. Et d'ailleurs, le même jour, ce mardi, il y avait le Oui, soir les 80 ans du CNRS qui étaient fêtés. Alors, je crois que c'était au Grand Palais. Je n'étais pas invité parce que je ne suis pas un chercheur du CNRS ni un directeur de recherche, mais j'ai pu regarder en ligne ce qui s'était passé. Il y avait notamment une table ronde avec Emmanuel Macron et mhm. Frédéric Vidal. Et pour ce qui est du quantique, il n'y a pas eu de citation particulière. Il y a juste eu Non, mais il y avait un une moment, personne voilà. importante, Il y avait à la fin, Alain Aspect. ils ont effectivement fait appel à un certain nombre de médailles d'or du CNRS, qui est la plus grosse distinction qu'on puisse avoir au CNRS, dont Alain Aspect, qui a pu parler quelques secondes avec le président. Donc on espère qu'il lui a rappelé que le quantique, c'était un sujet important. Voilà. Voilà, et qu'il y avait un plan, ce serait bien qu'on ait un petit peu plus d'infos là-dessus autour du quantique. Peut-être, oui. Oui. Peut-être, hein, on aimerait bien. Est-ce que tu peux rappeler vite fait qui c'est Alain Aspect? Parce qu'on Ah en oui, a pas. alors Alain Aspect fait partie d'une équipe de 3 personnes avec Philippe Grangier et Jean Dalibard, qui a découvert, en fait, plutôt mis en pratique le principe de l'intrication quantique. En 1982, dans un bâtiment très précis qui s'appelle le bâtiment 503 à l'université d'Orsay. Je le connais parce que j'y suis allé souvent pour d'autres raisons. Et donc, ils ont découvert l'intrication quantique. Alors, c'est une intrication qui avait déjà été imaginée par d'autres. Ils ont surtout vérifié qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle le variable caché. C'est-à-dire, on ne pouvait pas expliquer l'intrication, c'est-à-dire la synchronisation entre deux photons à distance par un principe physique ou une donnée mathématique qui serait autre et qu'on ne connaîtrait pas. Voilà. Bon, Et donc en gros, ils l'ont voilà. prouvé, ils savent toujours pas bien l'expliquer, hein, c'est ça qui est On intéressant, ne mais en tout l'explique pas cas, entièrement, oui. ils ont prouvé que l'intrication existait vraiment. Tout à fait. Mais ça a Ok. des usages aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était une expérience. Ah bah Maintenant, ça oui. sert à faire de la crypto quantique, ça sert à faire des télécommunications quantiques, ça sert à faire tout un tas de choses dans le monde du quantique. Et ça servira probablement un jour à relier des ordinateurs quantiques entre eux. Passionnant. Bon, on a hâte.
Un autre grand événement cette semaine, il y a eu la conférence neuromorphique et quantique au C2N. Il y avait entre autres Bruno Maisonnier et la start-up Lighton, Tout si à je ne fait. m'abuse, qui t'ont passionné, hein. Ça, je Oui, t'ai oui. senti te gratter les neurones dans les échanges qu'on a pu avoir cette semaine. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait d'autres interventions, surtout de chercheurs. Ça a commencé par une très très belle intervention de Ioannidis Kerenidis qui Mhm. expliquait un petit peu tout ce qu'on faisait dans ce qu'on appelle le quantum machine learning, c'est-à-dire quels sont tous les algorithmes qu'on pourra utiliser un jour pour faire de l'IA avec un ordinateur quantique. Et il a fait vraiment un Mhm. très très bon point là-dessus, qu'il a réédité d'ailleurs d'une conférence vendredi ensuite, et Ça, on en d'autres parle après. intervenants, voilà, d'autres intervenants étaient là. Et il y avait des intervenants qui expliquaient ce qu'on pouvait faire avec des processeurs neuromorphiques. Tout ça, ça avait été animé en fait par l'équipe de Julie Grolier, qui est une spécialiste des memory store et des processeurs neuromorphiques, qui travaille chez Thales, enfin en fait qui est au CNRS mais hébergé chez Thales. Donc c'était une conférence très intéressante, et effectivement à la fin de laquelle il y avait une intervention de personnes d'un côté de Lighton, qui fait de l'IA avec de la photonique, mais j'ai toujours pas compris comment ça marchait vraiment en détail. Ça utilise des interférences pour améliorer les réseaux convolutifs pour analyser des images ou des systèmes complexes. Et puis, il y avait notre ami Bruno Maisonnier, le fondateur de Another Brain, Oui. qui veut créer un processeur qui est censé faciliter les tâches de détection d'anomalies, notamment dans le contrôle industriel, entre autres choses, dont le fonctionnement m'échappe encore, même si j'ai pu rencontrer le créateur de la technologie qui était aussi présent. Et j'ai pu récupérer les papiers scientifiques qui décrivent le procédé, mais c'est le genre de papier qu'il faut lire genre entre 5 et 10 fois pour comprendre comment ça marche, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai Voilà. déjeuné avec Bruno Maisonnier il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de m'expliquer, en tout cas de me vulgariser la chose. Et il m'a expliqué qu'en fait, il se basait sur le fonctionnement du cortex humain qui fonctionne différemment. Donc, lui, il veut pas du tout faire des réseaux de neurones ou autres comme sur l'intelligence artificielle. Et en gros, il dit que grâce à ça, c'est un peu comme une espèce d'immense feuille de papier dans lequel, qui est toute froissée autour, qui recouvre tout le cortex du cerveau, et que là-dedans, tout ça se circule. Et que c'est plein de petites tâches les unes à côté des autres, un petit peu. Alors lui, il explique ça comme des termites dans une termitière. Il dit une termite toute seule, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand elles fonctionnent toutes ensemble en bonne intelligence et sans avoir à être intelligentes les unes et les autres, en gros, elles arrivent à faire un truc hyper smart. Et donc, il dit qu'il va faire fonctionner un peu ça. Alors, on a du mal à imaginer techniquement comment il va faire, mais le concept et l'image est assez intéressante. Oui, mais c'est du baratin. C'est du baratin Non, marketing. c'est un Ouais, énorme mais bon. baratin parce qu'on pourrait raconter la même chose avec un réseau de neurones existant con- convolutif. C'est aussi des neurones, c'est aussi mis à plat. Il faut savoir que les réseaux de neurones convolutifs qui servent à reconnaître des images utilisent aussi le biomimétisme et s'appuient sur les différentes couches d'interprétation des images dans le cerveau. Non, je pense que la différence, justement, après avoir lu les papiers, elle n'est pas là. La différence, elle est ailleurs. Elle est dans la manière de détecter ce qu'on appelle les features dans les images. Et en fait, visiblement, c'est une sorte de technologie qui a l'air d'être un hybride entre les réseaux convolutifs avec leurs couches et les anciennes techniques de machine learning qui essayaient de détecter à la main différentes formes dans les images. Donc c'est une technique qui est très hybride. Et la raison pour laquelle il utilise la notion de termite, c'est qu'effectivement, son système est basé sur une sorte de réseau d'agents. Donc en fait, c'est des unités de traitement relativement simples qui sont connectées les unes aux autres. Chaque unité fait peu de calculs et en fait a comme objectif de trouver des variations dans les images. Et elles sont reliées entre elles, et c'est ça qui fait qu'une unité toute seule fait peu de choses, mais c'est la combinaison de milliers d'unités qui est puissante au niveau du traitement. Bon, moi je réserve mon jugement encore sur l'analyse de la chose. Je vais passer du temps à essayer de comprendre comment ça marche vraiment dans le détail. C'est un peu prise de tête, mais comme je l'ai Si, fait ça va pour nous occuper pendant quelques voilà, mois. comme je l'ai fait pour la sphère de blocs ou d'autres sujets liés au quantique, je l'aurai, mais ça prendra du temps. Voilà. Bon. Et alors, Lighton, est-ce que tu veux rajouter des petites choses autour de ça? Lighton, c'est un peu la même chose. J'ai du mal. Enfin, moi, j'avoue Ah que oui, je ne t'as pas. comprends pas tout. Lighton, j'ai du mal à piger parce qu'en fait, dans la conférence, j'ai mieux compris où ça se positionnait. Alors, pour les spécialistes, en fait, c'est une technique qui ne remplace pas les réseaux de neurones convolutifs. Elle s'intercale en fait entre les couches de détection de formes dans les objets, qu'on appelle les couches de pooling hein, dans le jargon des réseaux convolutifs, et la dernière couche qui sert à classifier
les formes qu'on a détectées. Et donc, ce système se met entre les deux. Il récupère en fait une espèce de matrice qui représente les différentes formes les plus abstraites d'images qu'on a dans l'image. Et il les fait passer au travers d'un filtre qui crée du flou, qui mélange tout, et à la fin, on analyse le résultat, et hop, ça, c'est réinjecté dans la dernière couche de réseau neuronal. T'as suivi? Non, mais Écoute, non, mais voilà, c'est ce que j'ai vaguement compris. C'est ce qui était présenté mercredi à la conférence. Mais alors après, pareil, il faut relire 3-4 papiers qui font une dizaine de pages à tête reposée, et je ne l'ai pas encore fait, et ça prendra du temps. Mais ça a l'air bien. non, mais Ça a l'air très bien. et c'est patient. Ça montre bien qu'il faut envoyer nos jeunes de plus en plus vers les sciences pour arriver à comprendre tout ça, parce qu'il va falloir des gens avec des sacrées compétences quand même pour arriver à faire et à décrypter tout ça. Non, mais c'est pas que des compétences. Moi, ce à quoi je suis confronté avec ces deux sociétés, et je pense qu'il y en Oui, a d'autres qui sont dans ce même cas-là, c'est qu'elles ont probablement une technologie qui est très intéressante, mais les gens qui les ont créées sont infichus de les vulgariser correctement. Ou alors ils le font tellement qu'à la fin, ça s'éloigne de la vérité et ça devient un peu du pipeau. Et donc, en fait, ça m'énerve, ça. Et je pense qu'on devrait pouvoir trouver des méthodes de vulgarisation qui ne sont pas inexactes, qui sont précises, mais qui sont compréhensibles par le plus grand nombre. Déjà, il faudrait que ce soit compréhensible par les ingénieurs. Moi-même, je suis ingénieur, je ne comprends pas, donc il y a un problème. Alors, imagine les gens qui n'ont pas de background technique. Donc, j'aimerais déjà qu'avec une culture d'ingénieur généraliste, on puisse comprendre, puis après, qu'on puisse élargir la compréhension à un spectre de personnes plus large. Mais aujourd'hui, ça n'arrive même pas à cette étape-là. Donc, c'est ouais. un vrai problème. J'imagine les investisseurs, les difficultés qu'ils doivent rencontrer pour comprendre ce que ça fait et savoir s'il faut mettre de l'argent dedans ou pas. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte de ça à un autre événement où on a assisté tous les deux, puisqu'on a animé tous les deux des tables rondes sur ce grand événement, Oui, qui oui. était Perspective on Quantum Computing, NISC and Beyond, qui était organisé cette semaine à la fac de Jussieu par, entre autres, Philippe Grangier. Hein. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chercheurs. On a eu plein d'explications de tout un tas de sujets. Mais chacun a sa chapelle et sa science. Et on se rend compte que même eux qui sont des grands chercheurs, des fois, ils avaient un peu du mal à comprendre ce que faisait l'autre. Et que du coup, il y avait même des batailles de chapelle avec, en parlant de la même chose, mais pas de la même façon. Ça pouvait être un peu compliqué des fois de communiquer. Mais donc voilà, un bel événement. Alors entre autres, il y avait deux nouveaux Jordanis Kérédélis qui réexpliquaient donc les algorithmes sur l'ère du NISC. Est-ce que tu as des petites choses Il à faut préciser raconter ce qu'on entend là-dessus? par le NISC, hein, mais bon. Oui, vas-y, précise d'ailleurs, oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le NISC, qui est Noisy Intermediate Scale Quantum, c'est une dénomination qui couvre les ordinateurs quantiques qui sont en train d'apparaître aujourd'hui, qui font du bruit, qui n'ont pas un très grand nombre de qubits, mais avec lesquels on peut commencer à se faire la main, avant d'avoir des ordinateurs quantiques avec un très grand nombre de qubits, éventuellement ou des codes de correction d'erreur ou un taux d'erreur plus faible qui permettrait de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est l'étape intermédiaire de la progression des capacités des ordinateurs quantiques, ce qu'on appelle le NISC. D'ailleurs, et quand tu parles de bruit, d'ailleurs, c'est pas un ordinateur bruyant, hein, c'est un ordinateur Oui, où il y a des interférences en fait dans les effectivement. calculs. C'est Pour qu'on prenne ça. le bruit physique qui intervient au niveau des qubits qui fait que ça génère des erreurs dans les calculs. Et donc, pour faire en sorte que les calculs soient précis, il faut réduire l'erreur. Ou alors trouver des moyens de corriger les erreurs. Donc, ça, c'est toute une science à part entière. Bon. Alors, un des autres invités qui était hyper important pour beaucoup de monde, parce qu'il venait quand même des États-Unis et il venait quand même du fameux labo qui a réussi à faire le fameux calcul sur un ordinateur qui a atteint la suprématie quantique. On avait Charles Neil de l'équipe de Google. De John Martinis, en fait, précisément. Exactement, qui est dans la team de John Martinis. Donc, c'est un petit jeune ultra dynamique et il est venu nous faire sa présentation sur comment ils avaient fait, entre autres. Qu'est-ce que tu as pensé justement de son intervention, hein? En fait, son intervention ne m'a pas appris grand-chose parce que j'avais déjà vu la version longue sous la forme d'une conférence de John Martinis qui date d'il y a un mois, qui a été faite à Mhm, l'université de Caltech et qui est sur YouTube, qui était beaucoup plus détaillée parce qu'elle durait 1 heure. Et je crois que Charles, il avait 35 minutes pour intervenir. Bon, mhm. c'était une intervention intéressante. Il a décrit la technique qu'ils ont utilisée notamment pour fiabiliser les qubits. Ils ont utilisé une technique particulière pour relier les qubits entre eux, pour les intriquer, avec ce qu'on appelle les coupleurs variables. Bon, il y a de l'ingénierie, il y a des choses intéressantes, hein, dans ça. Alors, ce qui était rigolo, c'est quand on était dans les sessions de questions-réponses, où évidemment, on lui a posé la question sur la réponse d'IBM à Google.
puisque IBM avait publié en octobre, je crois que vers le 20 ou 21, un papier selon lequel, en fait, la différence de temps de calcul entre Google et IBM n'était pas de 3 minutes et 10 000 années, mais de 3 minutes et 2,5 jours. En rajoutant, on avait fait le calcul, 64 pétaoctets de SSD autour d'ordinateurs IBM Summit qui ne leur appartient pas, qui appartient au département de l'énergie américain. Et alors, Charles, quand il a répondu à ça, oui, bah, il a, il a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et il a répondu qu'un peu comme Martinez en disant on peut rajouter quelques qubits et de toute façon on exposera l'ordinateur classique. Hein. C'était un peu l'idée. J'ai peut-être mal retenu, mais qu'est-ce qu'il avait dit d'autre sur le sujet? Non, alors en fait, c'était peut-être plus après, puisqu'on a eu la chance de dîner On a avec, dîné avec eux, avec oui. certains. Et du coup, ça débattait un petit peu justement des chapelles. Donc la question, c'était, est-ce que c'est vraiment un milestone ou un breakthrough? C'est de la sémantique, ça. Oui, ouais. Voilà, c'était assez marrant parce que ça reste un vrai débat, je pense qu'il restera très longtemps, même si Google sera affiché définitivement dans les médias comme les premiers, à avoir fait, cette suprématie quantique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Bah, c'est juste un milestone, finalement? personnellement, j'en pense rien. Je ne fais qu'écouter les spécialistes qu'on a pu rencontrer régulièrement. Je pense que la plupart des spécialistes, y compris les plus prudents et sceptiques, s'accordent pour dire que c'est une réalisation importante qui crédibilise finalement la capacité d'un ordinateur quantique à résoudre des problèmes qu'un ordinateur classique ne permet pas de résoudre. Évidemment, on a tous, y compris moi-même, détecté comment dire en américain, des caveats, des limitations sur ce qu'ils ont obtenu. Ils ont fait ça avec un algorithme qui ne sert pas à grand-chose, un algorithme qui présente quelques caractéristiques qui nécessitent quelques qubits. Il nécessite que d'enchaîner une vingtaine de portes quantiques à la queue leu-leu. Il est tolérant aux erreurs qui sont générées dans les qubits. Bon, il maximise la superposition. Enfin, il y a tout un tas de choses qui faisaient que cet algorithme en fait était ultra optimisé pour le quantique et par contre évidemment pas du tout optimisé pour son émulation sur un ordinateur classique. Donc ça, c'est des réserves, mais malgré toutes ces réserves que les scientifiques comprennent et acceptent, c'est quand même une performance intéressante. Et alors les chercheurs qui sont investis dans le quantique, eux, ils trouvent ça très bien parce que ça justifie de continuer. D'ailleurs, la plus grosse crainte qu'ils ont, ça c'était la discussion que j'avais à table de mon côté, c'est que, parce qu'on était dans deux tables différentes, la grande discussion qui existait, c'est qu'est-ce qui va se passer si dans les 10 ans qui viennent, il n'y a pas de progrès? Ah ouais. Est-ce que les deniers publics des deux côtés de l'Atlantique vont s'assécher, un peu comme ils se sont asséchés sur l'IA dans les années 70, après ce qu'on appelle cet premier hiver de l'IA? Ils ont tous un peu peur qu'il y ait un hiver de l'IA. Alors moi, j'ai moins peur de ça parce que j'ai l'impression que compte tenu de la variété des architectures quantiques qui sont étudiées par les chercheurs, je pense qu'on aura d'autres avancées qui vont apparaître dans les années qui viennent. Ouais. D'ailleurs, cette conférence, elle avait une caractéristique que tu as dû noter, c'est qu'elle donnait la part belle aux qubits supraconducteurs à effet Josephson. C'est l'une des 7 à 8 techniques différentes qui existent pour faire des qubits. Il y a juste eu une intervention d'un gars d'Innsbruck, si je ne m'abuse, qui parlait des ions piégés, qui est une autre technique qui fonctionne pas trop mal, mais il n'y avait personne sur les qubits à base de photons, personne sur les qubits à base de composants CMOS, personne sur les atomes froids. Donc il y a beaucoup d'autres techniques qui sont explorées, qui pourront peut-être un jour nous surprendre positivement, parallèlement à ce que Google et IBM font avec leurs qubits supraconducteurs. Voilà. Et Charles Neil était très confiant sur le fait de pouvoir scaler. Moi, je lui ai posé la question pendant le dîner, j'ai fait... mais ta technique, elle est scalable ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment? Il m'a dit oui, sans problème, on va doubler. C'est un des sujets intéressants. Malgré les réserves d'ailleurs que j'évoquais quand je l'ai questionné pendant le panel, hein. Le câblage, enfin, c'est un énorme problème. Le câblage, attends, rien qu'avec leurs 50 qubits, ils ont je ne sais pas combien, 150 fils qui descendent à l'intérieur. Ils sont obligés de mettre des préamplis à l'intérieur de la partie de l'ordinateur qui est refroidie et qui est sous vide. Ces préamplis peuvent pas en mettre beaucoup parce que ça génère de la chaleur, donc ça réchauffe la température de l'enceinte qui est cryogénisée. Il y a des préamplis à l'extérieur, c'est une usine à gaz et à fil, hein, cette histoire. Donc c'est pas évident d'augmenter de manière significative le nombre de qubits. Oui, ils pourront passer à 100 sans problème, mais si on passe à 10 000, là ça devient un énorme plat de spaghettis. Il faudra trouver une autre solution. Alors je sais qu'ils y réfléchissent,
Ouais. Ils réfléchissent à la manière de multiplexer les signaux, faire en sorte qu'on ait moins de fils qui aillent de l'intérieur à l'extérieur de l'enceinte sous vide. Mhm. Mais c'est un sacré problème d'ingénierie. D'ailleurs, c'est un des domaines où les discussions sont très intéressantes aujourd'hui. Et ça a été évoqué dans le panel sur les compétences qui sont nécessaires pour faire un ordinateur quantique. En fait, on a besoin au moins de 3 compétences. La compétence de base qui existe depuis des années, c'est les physiciens. On a besoin de physiciens qui soient à la fois des théoriciens et des expérimentalistes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui expérimentent des techniques. Il y a besoin au-dessus d'une nouvelle compétence qui est relativement rare aujourd'hui, qui est l'ingénierie quantique. Quantum engineering, c'est-à-dire comment on fabrique des machines, comment on gère toute l'usine à gaz au propre figuré, parce qu'il faut refroidir le système, comment on gère le câblage, comment on gère la partie électronique, comment on gère la génération de micro-ondes dans le cas des systèmes d'IBM et Mhm. Google. Tout ça, c'est de l'ingénierie, en plus de la Oui, physique. Et mais en puis, fait, dernier point, c'est des ingénieurs, mais qui créent en même temps, puisqu'ils découvrent et ils sont en train de créer des nouvelles machines. Donc, voilà. c'est ça qui est Donc, on intéressant. crée des Donc, ils sont un peu machines créatifs. voilà, à partir de zéro, avec des pièces détachées qui viennent d'endroits divers et variés, d'électronique, de micro-ondes, radiofréquences, enfin c'est la même chose, mais des câbles un peu particuliers, des systèmes très très particuliers qu'il faut intégrer. Donc il y a beaucoup d'intégration. Et puis le dernier type de compétences dont on a besoin, c'est les compétences en algorithme et en logiciel. Et d'ailleurs, avec 2 caractéristiques, c'est que d'un côté, on a besoin de gens qui vont créer des outils de développement, mais qui font ça en étroite collaboration avec les gens qui créent les systèmes, hardware. Et de Mhm. l'autre, on va avoir besoin de gens qui vont créer des algorithmes S-abstracto qui permettront de résoudre de nouveaux problèmes et de créer des applications et d'élargir à terme le marché et les usages du quantique. Donc il y a du boulot, hein, il y a du pain sur la planche. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir, ce qu'ils disent dans tous les circuits scientifiques, c'est bien finalement d'avoir des doubles cursus avec des doubles compétences, en tout cas un cursus technique ou mathématique, et puis un autre qui est plus sur une passion et une compréhension d'un truc complètement différent, parce que ce sont des compétences qu'on va allier à un moment finalement dans ces métiers-là. Et oui, Bon, bah, écoute, d'ailleurs, à côté des spécialistes, on aura aussi besoin de généralistes. Moi, j'ai bien aimé une remarque qu'a fait Charles Neal à la fin de sa mhm, présentation, le gars de Google. À un moment donné, il a expliqué comment IBM avait émulé l'algorithme utilisé par Google sur leur système. Et c'est très rigolo parce qu'il disait, oui, ils utilisent des tenseurs, mais je ne sais pas ce que c'est. oui, voilà. C'est marrant parce que un tenseur en mathématiques, c'est quand Me même posez assez pas trop de connu. questions. Non, non, mais c'est assez connu, mais en gros, il n'avait pas pu creuser lui-même dans le détail la partie mathématique de l'algorithme que IBM avait utilisé de son côté. Bon, ça veut bien dire que si on veut comprendre tous les tenants aboutissants de ces systèmes et pouvoir les comparer, il faut avoir une culture scientifique généraliste et pas que spécialisée. Mm, mm. Bon. Eh ben, écoute, Olivier, merci, hein. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes qu'on papote, donc on Ça va va vite. s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en dessous le podcast sur YouTube ou dans LinkedIn. Et puis, on se retrouve dès qu'il y a de la nouvelle actu. Ce serait incessamment a priori. À très vite. À Ciao, la Olivier. prochaine.